vous ce soir. En général, quand on est invité, c'est afin qu'il se passe quelque chose. Et puis j'ai été invité à parler dans le cadre d'une manifestation qui s'intitule Poésie rock. Et je vois que je dois parler de la poésie contemporaine. Quand on est invité, c'est toujours très flatteur. Et puis, on peut neutraliser la flatterie en se disant que c'est tout à fait normal, parce que les gens qui vous invitent savent mieux que vous ce qu'ils font. Et s'ils ont choisi de vous inviter, ils en prennent la responsabilité. Et puis, quand on accepte d'être invité, on se dit que c'est plutôt galère, parce qu'il faut assumer, il faut faire face à vous. Et je ne suis pas un professionnel de l'expression publique. Et quand je dois parler de la poésie contemporaine, je m'aperçois que dans mon catalogue, parce que je dirige les éditions Alia que j'ai fondées voilà pas mal de temps maintenant, qu'il n'y a quasi pas d'auteur, pour ne pas dire il n'y a absolument aucun auteur de poésie contemporaine. Et puis j'avais oublié qu'il n'y en avait qu'un seul, et que c'était moi. Et donc je me suis interrogé sur cette situation pour le moins paradoxale. C'est-à-dire comment faire, comment assumer, quel rôle jouer, quelle casquette porter. Et puis en fait je les porte toutes. Et donc je les assume, donc ça va être un peu le foutoir. C'est-à-dire je veux parler de tout. Tout et rien. Et je vais essayer de me faire comprendre, parce que ça, c'est pas toujours évident quand on parle en public, d'être audible, de dire quelque chose, de le transmettre et que ça parle aux gens qui sont en face de nous. Et je vais partir d'une chose qui pour moi a été une grande surprise dans ma vie. C'est que souvent on dit à un éditeur, crée une maison d'édition parce que c'est un écrivain frustré. Et j'ai pu le vérifier un certain nombre de fois dans pas mal d'aventures éditoriales. Et puis je me suis dit quand même que le raisonnement ne tenait pas trop la route, parce que si j'étais un écrivain frustré, je n'aurais pas attendu de publier 500 livres pour publier modestement un recueil de poésie. Donc le raisonnement ne fonctionnait pas pour cela. Puis je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait dans mes poèmes. Ce qui est une chose un peu surprenante comme question quand on a déjà réalisé cela, d'autant plus que je n'avais pas l'habitude d'écrire, si ce n'est des choses internes à la maison d'édition, des notices anonymes qui accompagnent un livre, des documents de recherche, des livres d'entretien que j'ai réalisés autour du mouvement lettriste et situationniste. Et je me suis trouvé à un moment de ma vie, à un âge relativement avancé, malgré moi, à écrire des poésies que j'ai publiées sous le titre de Station des profondeurs. Et pour venir parler devant vous, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai écrit en fait, parce que bien souvent, et ce n'est pas une coquetterie, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est-à-dire on ne décide pas de ce qu'on fait, on est porté par quelque chose, et c'est souvent un inconscient qui nous habite, qui nous fait réaliser les petites et les grandes choses que chacun réalise dans sa vie. Et modestement dans la mienne, j'ai constitué une maison d'édition et très tardivement je publie ce recueil de poésie. Et pour parler de la poésie contemporaine, me prendre pour exemple, me paraît pour le moins outrecuidant. Et donc, j'ai réfléchi à ce que j'ai écrit, et les organisateurs, à leur insu, m'ont obligé à me relire, chose que je n'ai jamais faite depuis que je publie ce texte-là. Et je me suis aperçu que ce que j'avais écrit, un recueil de poésie, très banalement, était habité par tout ce que j'ai fait pendant une trentaine d'années dans la maison d'édition que j'ai fondée. C'est-à-dire que j'y sentais
toutes les influences, des thèmes, des pensées, des mouvements auxquels je me suis intéressé et qui m'ont poussé à constituer ce catalogue. Quand je dis que les choses ne sont pas pensées, c'est-à-dire qu'il y a des besoins irrépressibles de faire des choses. Il y a de cette manière-là des choses qui s'imposent à vous, et c'est bien souvent a posteriori que la réflexion, l'intelligibilité de ce que l'on fait vous apparaît. C'est-à-dire que ce serait un pur mensonge que d'affirmer au point de départ que je savais parfaitement ce que j'allais entreprendre. Et en général, quand on entreprend quelque chose, c'est de manière un peu sauvage, un peu barbare, c'est-à-dire mu par une conviction que l'on porte quelque chose et que l'on ressent le besoin de le transformer pratiquement. Et transformer pratiquement m'amène à exprimer ou à donner le sens propre du mot poésie, à défaut de contemporain. Et le mot poésie, à son origine en grec, veut dire faire. Or, faire, j'ai fait et je fais tous les jours. C'est-à-dire transformer, transcender ce qui nous habite, ce que l'on capte, ce que l'on saisit à travers sa sensibilité, en choses pratiques, en matériaux, en livres, en tout ce que vous voulez, et le transmettre à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'extérieur. L'extérieur, c'est vous, c'est les autres, c'est des gens avec lesquels on n'est pas en dialogue direct. Donc, qu'est-ce qui s'est construit et quel écho y a-t-il eu entre ce que j'ai construit éditorialement dans des domaines très divers et variés et ce que j'ai produit sur le plan poétique de manière extrêmement modeste? Il y a que je me suis toujours intéressé, et quand je dis intéressé, c'est-à-dire j'ai toujours été attiré, j'ai toujours été habité par ce que l'on peut appeler ce qui se trouvait dans les marges, par le bruit, par la rumeur, par l'illicite, par ce qui ne se dit pas, par ce qui est réprimé par une morale souvent douteuse. Et à cet exemple, à ce sujet me vient spontanément un exemple. Quand on publie un livre, ça n'est jamais gratuit. C'est-à-dire c'est un acte politique. Et quel que soit le contenu de ce livre. Et l'acte politique, par exemple, l'exemple qui m'est venu à l'esprit à l'instant, c'est que j'ai republié un ouvrage érotique classique d'un écrivain reconnu qui s'appelle Pierre Luis et qui est le manuel de civilité à l'usage des petites filles. Et je me rends compte avec le recul, parce qu'au moment où je l'ai réalisé, je n'en avais aucunement conscience, que j'ai publié ce livre en plein scandale de ce qu'on a appelé l'affaire Dutroux en Belgique et le développement du discours moral à propos de la pédophilie. Et donc, quand on fait des choses comme ça, on prend quotidiennement, tout le temps, chaque jour, à chaque production, une position politique. On affirme quelque chose, mais on ne fait pas de discours comme je vous le fais aujourd'hui. On produit des livres qui se retrouvent à l'extérieur et qui ont du sens dans le contexte dans lequel ils ont fait et qui ne sont pas coupés du climat général dans lequel ils sont réalisés. Par exemple, nous avons développé toute une collection de livres consacrés au domaine musical, c'est-à-dire à la musique rock, au punk, et des choses comme ça, que vous pouvez voir qui sont là et qui ont acquis un certain écho et une certaine notoriété. Et on a souvent pensé que chez Alia, il y avait une collection de musique. Et moi, c'est une chose qui m'a un peu chagriné quand on s'est mis à penser cela. C'est-à-dire que je n'avais jamais eu l'intention dans ma démarche de publier des livres pour constituer une collection consacrée à la musique. Mais à l'arrivée, c'est cela. Et je m'explique là-dessus, c'est-à-dire que j'étais intervenu dans certains domaines de ce qu'on appelle la culture underground.
un putain de mot underground qui est repris à toutes les sauces, à tous les micmacs, à tous les business, c'est comme une marque de fabrique. Et je me suis aperçu que le mot underground trouvait sa source dans une histoire très lointaine, c'est-à-dire littéralement dans les grottes à l'époque romaine, dans ce qui se passait dans les souterrains, c'est-à-dire l'esprit qui circulait, qui essayait de s'exprimer, passait par ces détours-là. Et en ce sens, je m'étais intéressé à des choses qui m'ont toujours habité, qui m'ont toujours excité, qui m'ont toujours attiré, c'est-à-dire les révoltes du XXe siècle, autour de Dada, autour des lettristes. Et je me suis aperçu qu'il existait un livre aux États-Unis qui était un livre culte, qui était le livre de Joel Marcus, qui s'intitule Lipstick Traces, qui, sans que je le sache, sans que je connaisse son existence, quand je l'ai découvert, faisait le croisement entre tout ce qui me passionnait et qui m'a déterminé à me lancer dans l'aventure de faire une maison d'édition. Il faut remonter à près de 30 ans en arrière par rapport à aujourd'hui, et qu'il faisait des liens souterrains entre le mouvement Dada, entre les lettristes à Paris à l'époque, qui allaient devenir les situationnistes, et entre les Sex Pistols. Et puis je découvrais quelque chose. Mais je peux vous assurer que je n'avais pas du tout le sentiment de publier un livre consacré à la musique. D'ailleurs, je n'ai jamais le sentiment de publier des ouvrages consacrés à la musique. Non point qu'elle me soit étrangère, loin de là, non point que la chose ne m'intéresse pas, mais ce sont des ouvrages de philosophie, des ouvrages d'histoire qui parlent accessoirement de la musique, mais qui n'en parlent jamais de manière séparée. C'est-à-dire qu'une chose n'arrive pas comme ça et se pose là. Les choses découlent de quelque chose, elles ont une histoire. Un style musical n'atterrit pas comme ça sur la place, il découle du style musical précédent, il s'enrichit, il apporte un nouveau son et à ce moment-là, il a une raison d'être, il frappe les oreilles et on peut le retenir. Et je m'aperçois que toutes ces choses se télescopent et dans tous les livres que j'ai publiés, et ce dans tous les domaines, je me suis toujours attaché à choisir des ouvrages qui ont marqué leur temps ou qui marquent leur temps aujourd'hui, même s'il est trop tôt pour se prononcer, de savoir qu'est-ce qui marque notre temps aujourd'hui. Et donc, à travers ce bruit, à travers cette rumeur au cœur du mouvement punk avec les Sex Pistols, après le livre de Joel Marcus, on a enchaîné avec ce qui a été la fondation de ce qu'on appelle communément la rock critique, c'est-à-dire le livre de Nick Cohn, Awa Bablubap. Moi, j'ignorais complètement l'existence de ce livre-là. Et quand, à la faveur de la publication de la traduction en langue française de Lipstick Traces de Joel Marcus, j'ai rencontré l'auteur qui est venu à Paris, et il m'a confié que ce qui lui avait donné envie d'écrire, c'était à la lecture du livre de Nick Cohn, Awa Bablubap. Ça m'a assez frappé, vu que son livre m'avait déjà frappé, donc j'ai été doublement frappé. Donc je vais voir et je me dis qu'il y a quelque chose qui peut se jouer là, c'est-à-dire qui apporte quelque chose. Et puis je me suis aperçu, parce que je ne le savais pas, que Nick Cohn était le fils de Norman Cohn, qui avait publié des ouvrages historiques sur le mouvement millénariste, sur les anabaptistes. Et pour moi, quand je dis que rien n'est séparé, c'est que tout ça fait un tout. On n'a pas la musique rock qui apparaît comme ça, et puis le mouvement millénariste qui ont joué un rôle déterminant dans beaucoup d'avant-gardes, qui ont joué un rôle déterminant dans les avant-gardes comme Dada, dans les avant-gardes comme le mouvement situationniste. Et quand j'ai publié Le Fils, plus tard, j'ai publié un livre inédit du Père, et tout ça forme un tout. Et quand je vous ai dit que j'allais vous parler de tout et de rien, c'est que bien souvent j'ai le sentiment que l'on part de rien, c'est-à-dire que pour se lancer dans quelque chose, dans quelque domaine que ce soit,
il faut quand même être doté d'une assez grande mégalomanie. C'est-à-dire, on arrive, on n'est rien, on n'a rien fait, et on veut faire. Et ça, c'est la vraie poésie. Et faire, quand on n'est rien et qu'on n'a rien fait, quelque part, le monde nous appartient, c'est-à-dire on s'approprie tout, et donc on se prend, on s'offre toutes les libertés avant d'agir. C'est-à-dire que l'on est dépendant de rien, parce que l'on ne subit aucune contrainte, parce qu'aucun milieu social duquel nous pouvons venir, aucune étude universitaire, aucune formation technique ne nous a prédisposés à faire cela. À partir de là, quand on veut faire et qu'on vient de nulle part, ou alors on se scratche complètement, ou alors on apporte un vrai souffle nouveau. Et donc, il est bien évident que quand j'ai commencé à faire ma maison d'édition et à la construire, je me suis bien gardé de parler en public en disant « je veux faire ». J'ai fait, et une fois que j'ai fait suffisamment et que la chose a pris de l'ampleur, c'est-à-dire que la mayonnaise a pris, la sauce est montée, j'ai accepté l'invitation de venir parler devant vous, puisque ça a du sens. Mais je n'ai pas parlé en amont, avant. Et le faire dans ce cas-là, quand on n'est rien, quand on ne vient de nulle part, quand on n'a aucune formation qui nous régente, qui nous discipline, qui nous oriente, qui nous castre aussi, ça donne un mouvement de la vie, un mouvement de la création qui est absolument unique dans la mesure où l'on est en concurrence avec personne. C'est-à-dire, très modestement, je fais, je poétise, je crée, cela existe, cela rencontre un écho, cela rencontre une paire d'yeux, cela rencontre un regardeur, appelez ça comme vous voulez, mais à partir du moment où l'on fait et que la chose rencontre un écho, et l'écho est là puisque vous êtes en face de moi, et vous le ressentez dans vos oreilles quand je vous parle, là, les choses prennent du sens et de l'ampleur, c'est-à-dire qu'elles sont fondamentalement basées, fondées, construites sur un sentiment de liberté totalement inaliénable. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, faire de la poésie à tous les sens du terme dans sa production publique, que ce soit de la versification, de l'assassinat, de la destruction, ou des taches de peinture, ou du son, ou tout ce que vous voulez, dans notre monde contemporain, il se lève des gens et cela est possible. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle que je pouvais vous annoncer ce soir et que je m'annonce à moi-même, parce que c'est la seule chose de penser et de vérifier pratiquement qu'il est possible de faire les choses dans le monde dans lequel nous vivons est une chose qui me réconcilie quotidiennement avec la vie. C'est-à-dire que des gens inconnus, des auteurs qui n'ont jamais publié, qu'ils soient français ou étrangers, qu'on les traduise, quel que soit leur domaine de prédilection, qu'ils parlent d'un accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, ou du temps du sida, ou d'un problème de philosophie antique en Chine, ou une étude comme celle de Nick Toshis consacrée à la musique country, qui remonte jusqu'à l'époque antique pour expliquer l'origine de cette musique, tout cela se lie et se tisse comme un collier de perles. Simplement, le collier, quand on met une perle et une autre perle de ci, de là, les choses n'existent pas et ne sont pas visibles. Bien sûr, il y a toujours des esprits avertis qui sentent tout de suite qu'il se passe quelque chose là.
Et puis il y a d'autres gens qui attendent, qui voient que la chose se construit, se dessine, et qu'une cartographie se met en place et permet d'avancer. Et en rupture avec un esprit, avec une morale, avec des idées reçues, il a été possible de constituer quelque chose qui permette de donner à lire l'histoire d'une vie, parce que au départ, c'était dans ma tête. Et ce qu'il y a dans ma tête, comme ce qu'il peut y avoir dans la tête de chacun d'entre vous, je ne vois pas du tout en vertu de quoi cela est plus important que quelque chose d'autre. Mais il y a des individus qui sont portés par quelque chose que je ne serai pas capable de vous nommer et que je n'ai pas envie d'analyser, et qui transforment ce qui les habite, et qui le propose et qui l'impose. Tout groupe musical que quiconque d'entre vous, et moi-même en premier, a écouté ou a été marqué par un genre musical ou un groupe, s'aperçoit que c'est des gens qui se sont associés comme un groupe de rock, c'est-à-dire vous avez des individualités qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres et qui, reliées entre elles et prenant des instruments, produisent une chose qui les lie entre eux. Mais objectivement, sur le papier, avant de se retrouver là, ils n'avaient pas d'existence possible, publique, à travers une production artistique. Et là, quand il se passe une chose comme ça, et qu'il y a un apport, où il y a une rupture avec ce qui existait avant, et l'existence perdure jusqu'à temps qu'il y ait une rupture avec ce qui vient après, alors là, il se passe quelque chose, et on pense que l'on n'a pas travaillé en vain, c'est-à-dire que l'on apporte quelque chose, comme la musique apporte quelque chose, comme les livres autour de la musique apportent quelque chose, et comme ces livres sont traversés de poésie, parce que je me suis posé la question sur la poésie contemporaine, mais je me suis dit que de la poésie, il y en avait partout, dans tous les livres que je publiais. Par exemple, j'ai cité l'exemple d'un livre sur l'accident de Tchernobyl que j'ai publié il y a plus de 15 ans, ou un livre fondateur qui s'appelle Le temps du sida. C'est plein de poésie, parce que c'est des livres dont les auteurs ont commencé à réfléchir et à écrire en fonction d'un cri de révolte par rapport aux conditions qui nous sont faites. C'est-à-dire que la notion de rupture produit toujours l'avancée de l'esprit. Et que ce soit à propos de la catastrophe nucléaire ou à propos du sida, qui sont deux éléments tout à fait emblématique d'un déclin et d'une chute de civilisation qui est la civilisation marchande dans laquelle nous vivons, ces publications se sont inscrites dans ce cadre-là, et non seulement elles se sont inscrites dans ce cadre-là, mais leur genèse même s'est opérée à partir du moment où il y a un sursaut de conservation de la vie humaine qui partout était mutilé et partout se détruit quotidiennement. Et le sens politique, c'est la réaction face aux conditions qui nous sont faites à tous et que chacun vit de manière différente. Et ces conditions qui sont imposées et que personne ne choisit comme dans toutes les époques, atteignent leur apogée, et pour qu'il y ait une forme de résistance, d'action, de poésie, donc de faire par rapport à cela, cela se tisse à travers des mots, à travers des phrases, à travers des pensées, et mon rôle de coordinateur autour de toutes ces choses qui me passent entre les mains font que je donne une orientation avec les gens qui passent par moi ou qui s'adressent à moi, à l'orientation de résistance, de cris d'alarme, de révolte qui s'opère, parce que quand je publie un livre
qui s'intitule Dilapide ta jeunesse, qui est la reprise du titre d'un morceau autour du punk allemand. Et quand je vois l'un des protagonistes de ce punk allemand, qui était le groupe allemand Einstürzen Neubotten, et qui a cette phrase dans l'un des entretiens qui est donné au livre et qui dit « Je crois que les dadaïstes nous auraient kiffé », fin de citation, je me dis « On est en famille ». Et une famille qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collection, il n'y a pas de démarche éditoriale, il y a un esprit qui s'exprime, et je n'ai trouvé qu'une manière de m'exprimer à ce jour, c'est le lien que j'ai tissé à travers tous ces choix qui sont faits en toute indépendance, parce qu'il y a un élément qui n'est pas négligeable, c'est que j'ai construit un catalogue de 500 titres, et la maison a pour réputation, vous vous en doutez en m'écoutant un peu, d'être farouchement indépendante. Et pour ce faire, c'est bien gardé de faire appel aux subventions publiques. Et on était contraint d'assumer ce que nous faisions, et au présent, d'assumer ce que je fais jusqu'à ce jour où je respire, et donc où je fais. Faire, ça n'est pas un beau verbe en français, mais ça a un sens très vaste, et c'est fantastique. Parce que dès l'origine grecque, c'est ça que ça veut dire, faire, la vraie poésie. Et j'ai trouvé le moyen de transformer tout ce que j'ai pu gober, avaler, découvrir, prendre en pleine gueule, des baffes, avec des livres, avec des mots, avec des romans, avec des essais, avec toutes sortes de choses. Et je ne me suis contraint aucune limite, dans aucun domaine. C'est-à-dire, j'ai choisi dans toutes les époques, sans distinction, dans toutes les langues et dans toutes les disciplines, c'est-à-dire tous les sujets d'approche. Et de préférence, à tant que faire se peut, beaucoup plus avec des sauvages, c'est-à-dire des gens qui font les choses un peu à l'emporte-pièce, qu'avec les institués, c'est-à-dire, disons, pour dire vite, les universitaires, bien qu'il y ait des universitaires à mon catalogue qui ont écrit et que j'ai publié, mais en général, on essaye de prendre des gens différents, c'est-à-dire qui ne tombent pas d'un moule. Et je crois que ce dont notre époque et le pays dans lequel nous vivons et nous agissons manque le plus, c'est d'audace. Et c'est à portée de main. Mais on est tous coincés, on est tous bloqués, on est tous habités par la peur. La peur de faire, la peur de la poésie. Et la poésie n'est pas du tout une chose tranquille, c'est une chose très déstabilisante. C'est une chose qui remet votre intégrité même en cause, c'est-à-dire ce qui vous habite, votre vie, la mienne. Parce que il y a deux façons de faire. La première, je regarde et je lis la poésie et je la dissèque et je l'analyse. Et je lui donne du sens et du contenu. Et il y a aussi une autre manière, c'est se prendre la poésie en pleine gueule, c'est-à-dire avaler ce qui se fait, ce qui se crée. Et à ce moment-là, c'est dangereux. C'est-à-dire que d'abord, ça bouscule, ça perturbe, et ça me remet en cause un certain nombre d'idées reçues que nous avons. Et nous avons tous, parce qu'on a besoin de repères et de sécurité pour pouvoir survivre. Et en même temps, c'est très dangereux parce qu'il y a un phénomène d'addiction.
Mais ce n'est pas une addiction à des médicaments, ce n'est pas une addiction à une substance chimique, bien qu'un certain nombre de gens trouvent un certain plaisir à certaines formes d'addiction, et je ne les contredirai pas, parce qu'il y en a, mais surtout, c'est une addiction au sens même, au sel même de la vie. C'est-à-dire ce qui fait, ce qui produit, ce qui éveille, ce qui bouscule, et ce qui fait que quand je regarde quelque chose, je réagis et je vois quelque chose qui provoque quelque chose en moi. Et si on est un tant soit peu honnête et sincère avec ce que l'on fait, avec ce que l'on produit, et que l'on ne se ment pas à soi-même, forcément, on ne peut pas rester indifférent. Et à partir de là, on est embarqué dans un mouvement permanent de recherche, de création, où toute chose qui nous paraît figée, toute chose qui paraît instituée, toute chose qui nous plombe, qui nous tue au quotidien, nous donne cette force de nous élever au-delà de la misère quotidienne et des contingences diverses qui nous parquent et nous étouffent, pour pouvoir faire en sorte que la voix se libère et s'exprime. Et pour ce faire, j'ai fait des livres, j'ai publié des livres, et je dois dire aussi que ces livres ont eu une portée beaucoup plus large que je ne pouvais l'escompter. C'est-à-dire que je me suis aperçu que ce qui sortait de ma petite tête, dans mon petit coin, en pensant que je devais faire ceci ou cela, a fait que j'ai touché des gens d'origine sociale très diverses, d'âge très différents, et dans un espace extrêmement large, c'est-à-dire que le sentiment que j'ai aujourd'hui en parlant devant vous, parce que je dois vous dire une chose, c'est que je n'avais pas du tout prévu de parler de tout ça, et que beaucoup des choses m'ont échappé, et qu'en brodant d'une chose sur l'autre, j'ai construit un propos devant vous. Bien sûr, j'avais une ou deux idées. Bien sûr, j'ai écrit un texte que je me suis bien gardé de lire, parce que ça vous aurait endormi. Et je me rends compte d'une chose, c'est que, comment vous dire, j'ai le sentiment d'être maître de tout et de ne décider de rien. C'est-à-dire que les choses vous échappent réellement à partir du moment où le mouvement de la vie fait que vous n'êtes pas figé dans un moule. C'est-à-dire que ce que je dis correspond aux propos d'un éditeur. Et puis je vais me tourner, ça correspond aux propos d'un poète. Et puis je vais me tourner, ça correspond aux propos d'un universitaire, ou d'un directeur d'école, ou de tout ce que vous voulez, ou d'un policier, de n'importe quoi. Et ça, c'est le début de la mort, quoi. Et faire, c'est ce qui ouvre, ce qui libère et ce qui permet, au risque de l'impopularité, parce que quand on est libre, comme je vous le parle, j'ai dit tout à l'heure que je ne suis en concurrence avec personne, c'est-à-dire que quand on agit, on se fiche éperdument des réactions que ça peut provoquer, parce que la force qui nous habite pour faire domine tout. À partir de là, on touche au feu, au sel, à la liberté. Et donc le propos qu'on tient, par définition, diffère de tout ce qu'on peut entendre sur le même sujet. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'exprimer d'une manière et dire une chose, le raisonnement est logique, la démonstration est claire, les références montrent une certaine culture, tout ça est très bien. Les faits, ça reste à désirer, c'est-à-dire qu'un discours remplace l'autre. Et de tout temps, moi j'ai toujours été sensible, dès que
je commençais à penser, c'est-à-dire depuis tout le temps. Dès que j'ai commencé à sentir, c'est-à-dire depuis que je suis né, que ça ne pouvait pas être autrement. Donc, quand on fait, il y a une force mégalomane. Les interlocuteurs le disent souvent, parce qu'il y a quand même une certaine prétention de vouloir affirmer, dire et parler à partir de soi et de sa propre expérience. Mais la légitimité vient que de soi-même, c'est-à-dire que je ne parle au nom de personne, mais seulement en mon nom. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire, et si je ne vais pas parler pendant 1 heure parce que ça va être trop long, et si vous voulez poser des questions, j'essaierai de vous répondre du mieux que je le peux. Merci. Donc il y a un micro là pour les personnes qui voudraient poser des questions et je vais leur demander d'attendre le micro pour qu'on enregistre. Y a-t-il des questions? Je ne veux pas vous paralyser quand même, hein. Vous aviez prévu de parler de quoi? De la collection de mes livres sur la musique, comment ils étaient habités par de la poésie, par exemple avec les Sex Pistols, le cri, le son rock qui crache dans le micro, et expliquer un petit peu les liens avec l'origine de la musique en remontant à des choses très lointaines, avec quelques références savantes, etc. Et puis ça m'ennuie. Quand je dis ça m'ennuie, c'est-à-dire, ça aurait été très bien. Mais pardonnez-moi cette immodestie. Bien sûr, j'aurais été très ennuyé de vous ennuyer, mais j'aurais été sacrément emmerdé de m'emmerder moi-même. Et puis j'existe aussi, donc mon point de vue compte, et quand j'ai vu ça, c'est parti comme ça, quoi. Ouais, il va falloir trouver une solution, parce qu'en principe, j'aurais dû occuper la place 1 heure, alors... La dame, elle veut parler. Oui, madame. S'il vous plaît, pourquoi dans votre catalogue... Pourquoi est-ce que dans votre catalogue que j'ai reçu 1 ou 2 fois, je n'ai pas trouvé des poètes véritablement répertoriés dans une catégorie qu'on appelle en général la poésie en tant que telle, mais, me semble-t-il, dispersés à l'intérieur de tout le reste que vous avez publié. C'est comme ça que j'ai ressenti votre catalogue. Mais est-ce que vous avez d'autres projets de faire évoluer les choses ou pas? Là, vous touchez un problème auquel je suis assez sensible, c'est-à-dire comment le catalogue de ma maison a été constitué. D'abord, c'est la première fois qu'un catalogue de maison d'édition fasse un inventaire de ses livres de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a détruit la discipline, et comme vous l'avez très bien noté, vous n'avez pas trouvé d'endroit où on trouve de la poésie, parce que vous êtes lectrice de poésie et vous voulez les regrouper, les trouver tous ensemble. Parce que la poésie, quand elle se produit dans une époque ou dans un genre, à mes yeux, n'a pas la même répercussion. En plus, je suis tout à fait contre de la cloisonner dans un genre appelé poésie. Ce qui fait qu'elle peut se trouver dans les révoltes du XXe siècle, dans le problème de l'Antiquité ou dans une autre discipline musicale. Et chaque fois se pose la question, où classe-t-on les livres?
Et donc j'ai classé les livres comme je classe, c'est un grand mot, mon esprit. Mais si vous voulez, à la réflexion, c'est un peu comme ça qu'a fonctionné le classement du catalogue, c'est-à-dire de manière historique et de manière thématique, où on a fait rentrer les choses comme cela, et la lecture du catalogue tel qu'il est constitué montre une démarche d'une construction intellectuelle, d'une sensibilité de pensée. Et il m'a paru nettement plus intéressant de dépenser une grande fatigue à construire un catalogue comme ça, que de faire un répertoire par genre, par couleur. Vous savez, c'est comme on classe les chaussettes par matière et par couleur. Après, c'est un peu étouffant. Et aussi, pour poursuivre la réponse à votre question, madame, c'est je ne vois pas en vertu de quoi je devrais classer un livre dans un genre ou dans un autre. Puisque souvent j'ai le sentiment que mon approche d'un ouvrage est différente, en tout cas, ne correspond pas à ce que je peux entendre sur cette question. Souvent, quand je m'intéresse à quelque chose, je n'ai pas la prétention d'affirmer que je suis le seul à m'y intéresser. Et puis je vois comment on en parle, comment on approche cette chose. Moi, quand je regarde, je ne vois pas les mêmes choses. Et donc, à partir du moment où je ne vois pas les mêmes choses, où je ne pénètre pas une chose par le même endroit que les autres, quand je fais des listes, parce qu'il s'agit de listes, je les fais de la façon dont moi je l'ai ressenti, c'est-à-dire que non seulement je ne crois pas qu'il soit criminel intellectuellement de faire cela, mais je pense fondamentalement qu'il est criminel de cloisonner à ce point, parce que ça tue l'esprit, ça tue l'approche, ça tue la curiosité, et quand on fait des choses comme ça, il y a une forme de responsabilité dans la transmission, parce qu'on est aussi dans la transmission, et quand on veut transmettre et passer le relais et qu'il n'y a personne pour le prendre, ça n'est pas qu'il n'y a personne pour prendre le relais, c'est que peut-être on n'a pas su transmettre. Et c'est pour ça que ma façon de faire correspond à la question que vous avez posée. Bonjour monsieur, je vais me permettre d'illustrer votre propos de la façon suivante. J'ai une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, j'ai classé les ouvrages de la façon suivante. Une partie de poésie, une partie de roman, une partie de théâtre, une partie d'histoire, une partie de philosophie. C'est sans doute une position que vous qualifierez de criminelle, mais tout de même, je crois que c'est exact ce que vous dites en ce sens que la seule chose que je ne suis pas arrivé à classer, ce sont précisément les catalogues d'Alia. Merci. Comment, parce que pour m'y être cassé les dents en milieu universitaire, je suis vraiment d'accord avec pas mal de choses que vous avez pu dire, notamment sur la notion de faire. Comment est-ce que vous avez réussi à imposer ou à contourner les idées d'art majeur, mineur, et surtout de ce truc qui m'énerve beaucoup, qui est la notion de culture populaire ou d'art populaire, notamment par rapport à des ouvrages sur la musique ou les bouquins de Gray Marcus qui explosent tout ça volontiers, quoi. C'est quelque chose que moi j'ai pas réussi à faire passer dans le milieu universitaire lorsque j'y travaillais. Parce que peut-être que dans le milieu universitaire c'est quasi impossible, quoi. Et la question, oui, c'est vraiment étonnant en fait quand on considère différentes formes artistiques comme elles sont considérées de se retrouver en fait avec
des arguments qui sont un peu comme une langue étrangère. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu, en amenant notamment les bouquins de Nick Toshizu ou de Greg Marcus à des gens spécialistes, notamment du romantisme ou du postmodernisme. Bah ouais. C'est très étonnant. Donc, comment vous envisagez les choses Est-ce que vous pensez que ces distinctions-là, elles tiennent debout ou c'est quelque chose qui est complètement fallacieux? Totalement fallacieux. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Totalement fallacieux, et c'est tellement fallacieux que tout ce que j'ai fait s'est inscrit contre cela. Et je vous donne un exemple parce que j'ai des auteurs qui sont universitaires, parce qu'ils ne sont pas tous tarés. Et j'ai des auteurs que j'ai publiés, que je défends, qui ont fait de bons livres et qui sont universitaires et qui exercent à l'université ou dans l'enseignement en général. Certaines fois, il y a eu des problèmes. Et quand j'ai eu des problèmes, c'est-à-dire qu'on a discuté, et puis je leur ai dit qu'il y avait deux solutions. Soit ils écrivaient pour leur père, soit ils écrivaient pour les autres. Alors s'ils veulent écrire pour les gens comme eux, c'était pas avec moi que ça pouvait se passer. Et tel qu'ils écrivaient, c'était pour les gens comme eux. Mais qu'ils aient dit qu'il y avait dedans était intéressant, mais qu'il fallait qu'ils réenvisagent la question. Avec certains, ça a marché, avec d'autres, ça n'a pas marché. On m'a dit d'écrire pour mes pères. Et on m'a conseillé de lire Teilhard de Chardin pour comprendre ce que c'était la notion de do it yourself. Écoutez, je crois que vous en êtes à un point où je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je pense que vous vous débrouillez très bien tout seul. Pardon? Vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette non-collection de musique que vous avez constituée. Je prendrai un exemple qui me permettra peut-être de rebondir. Quand j'ai publié le livre de Peter Shapiro, Turn the Beat Around, qui tourne autour du disco. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, vous avez les 150 premières pages où il est question de la ville de New York, qui était en pleine faillite, des boîtes qui étaient contrôlées par la police, des boîtes gays qui étaient très régulièrement victimes de descentes de police, et il explique la situation à la mairie de New York, comment il y avait un contrôle policier de la ville, la crise économique de la ville, etc., où je n'avais absolument pas l'impression de lire un livre consacré à la musique, mais Peter Shapiro a jugé utile, et c'est pour ça que son travail m'a intéressé, de commencer à introduire son étude sur la musique disco en étudiant la situation politique de la ville où le mouvement s'est développé. Et en ce sens, il y a plein d'éditeurs aujourd'hui, c'est très à la mode de faire des collections de musique, vous l'avez remarqué. Quand j'ai lancé des livres sur la musique, le paysage éditorial français était assez vierge. Il y avait eu quelques expériences auparavant, mais qui n'ont pas été très concluantes. Et la première, comme sans tête à l'appeler le public, la première véritable collection de musique, c'est-à-dire qui a à son actif les grands noms de la rock critique anglo-saxonne, ça a été publié chez Alia. Après, ça a fait des petits à droite à gauche, etc., avec des bons et des mauvais livres, et puis des fins de mémoire d'études sur des mouvements musicaux qui deviennent des livres, etc., etc. Et c'est très bien, il faut que tout le monde puisse vivre, que ça existe, que chacun produise quelque chose. Mais disons que la seule collection d'envergure qui a regroupé des auteurs totalement inédits comme Greg Marcus, Nick Toshis, Peter Guralnick, John Savage, et je ne vais pas tous les citer, vous avez des catalogues et des livres à la sortie, ont été publiés par nous. Alors, on s'est posé la question, comment est-ce possible qu'une maison
quand elle a commencé, le premier livre de Greil Marcus que j'ai publié, c'était en 1998. Donc ça fait une douzaine d'années à peu près, 14 même. Et puisse acheter les droits des grands noms de la rock critique anglo-saxonne. Évidemment, c'est une question. Hein. Et puis je peux vous le dire, c'est très simple. Quand vous vous intéressez à quelque chose, c'est-à-dire, dans mon cas, à un auteur et à un livre, dans un pays quelconque, en l'occurrence le premier aux États-Unis, qui parle de divers sujets dont un tiers de son livre concerne des mouvements qui ont eu lieu sur le sol français, et que 10 ans après sa première publication, jamais personne ne s'est intéressé à ce qu'il a fait, et qu'il y a quelqu'un d'inconnu qui lui écrit une lettre et qui lui propose de traduire le livre, les contrats se font très facilement. C'est-à-dire que s'il y avait 10 personnes qui étaient intéressées par cela, jamais je n'aurais pu le faire. Mais j'ai aussi bénéficié d'une chose dans mon aventure, c'est l'incurie générale, c'est-à-dire un niveau extrêmement bas où, avec quelques efforts, un peu de bonne volonté et pas mal de travail, il a été possible de réaliser des grandes choses. Et donc, c'est pas tant le mérite qui me revient, mais combien la nullité ambiante est grande pour me permettre, modestement ne venant de nulle part, de pouvoir réaliser tout cela. Alors quand j'ai rencontré Greil Marcus et qu'on a fait ce livre, j'ai publié des livres de Nick Tosches. L'artiste qui fera sa performance après moi, avec lequel je bavardais avant de parler avec vous, me disait qu'il avait lu le livre de Nick Tosches sur Sonny Liston. Aux États-Unis, c'est une chose très, très connue, ce sont des écrivains importants. Et quand j'ai publié la totalité des livres de Nick Tosches sur la musique, avec une petite friandise en conclusion, que sont ces confessions d'un chasseur d'opium, la chose a été très facile. C'est-à-dire, l'approche ne pose aucun problème. Il suffit juste de s'éveiller, d'écrire, d'appeler, d'envoyer, et on est entre gens civilisés. Et les choses ne nécessitent pas, comme le pensent beaucoup, des capitaux énormes. C'est des détails de cuisine interne, mais moi, quand j'ai acheté les droits du livre de Greil Marcus, je les ai achetés à 1000 $, quoi. C'est-à-dire, c'est des prix de négociation d'Albanais. C'est-à-dire, c'est à la portée de tout le monde. C'est 3 sous d'économie. Et quand la chose se fait et qu'elle rencontre un certain écho, et que des gens lisent ces livres, et des générations qui passent après moi, et après la précédente, et la précédente, et on touche un public qui peut avoir 17 ou 18 ans aujourd'hui, et qui lit encore ce livre-là, je me dis que ça valait le coup de le faire. Et quand les livres s'ajoutent les uns aux autres comme ça, on dit tiens, il y a sur ça, sur ce style musical, mais il n'y a pas une recherche d'exhaustivité de tout traité. Il y a des gens qui travaillent, qui font des livres, et quand je trouve que ça provoque un écho en moi, je les ajoute, je les prends, c'est du travail bien sûr, hein, je les trafique, on les traduit, et puis on les rend publics, et puis quand même avec le travail qui s'est écoulé depuis toutes ces années, la maison a acquis un certain écho et une certaine notoriété. Je n'avais jamais pensé parler ce soir devant autant de monde ici. Donc ça veut dire que ce qu'on fait rencontre de l'intérêt. À partir de là, ça vous donne confiance. Et puis la fois d'après, on ne se repose pas, c'est-à-dire on essaye d'être un peu plus audacieux que la dernière fois, d'être plus inventif, d'être plus créatif. Parce que, pour reprendre le point de départ, c'est le mouvement de la vie, c'est-à-dire que cette recherche de l'originalité dans la création, c'est-à-dire de l'apport de la pensée pour mettre un peu d'ordre dans notre propre pensée,
fait que ça nous maintient en vie. Et ce que je fais au quotidien est en fait relève de l'hygiène personnelle. C'est-à-dire j'ai trouvé un moyen pour pas finir comme un vieux con et pas me scléroser. Donc tous les jours, c'est un travail permanent qui est un travail public avec des livres, etc., et toutes les contraintes et les problèmes que ça comporte, comme vous pouvez imaginer dans tout business. Mais fondamentalement, je me rends compte que c'est un choix qui m'a permis d'opérer une hygiène de vie et de me permettre de m'en sortir moi-même. On me fait signe à travers la vitrine du haut que la séance est terminée.